Quelles que soient les croyances qui auraient pu nous influencer plus ou moins fortement jusque-là, nous devrions enfin comprendre que nous ne sommes absolument pas venus sur Terre pour espérer mériter quelque fruit que ce soit. Des fruits qui représenteraient la récompense d'une bonne conduite ou d'une sage obéissance, par exemple. Encore moins des fruits qui, pour certains, ne pourraient être obtenus et même arrachés ou dérobés qu'à force d'habileté, voire de malignité, principalement grâce à la manipulation et, pourquoi pas, par le truchement de formules et de rites secrets alors en lien avec un astral plus ou moins malsain. Non, vraiment, toutes ces pistes d'expression assurément puériles, folkloriques et finalement insensées sont définitivement à laisser derrière nous, car elles ne font en premier lieu que nous priver cruellement d'une saine spontanéité d'expression. Nous devons sans plus tarder abandonner tous ces procédés calculateurs ridicules qui tiennent finalement plus de l'élaboration d'une sorte de pensée magique qu'autre chose. Une pensée magique qui serait destinée à nous prémunir de tous les maux et grâce à laquelle divers privilèges ou grâces pourraient nous être octroyés. Cela ne peut pas tenir la route à terme, et nous le savons très bien au fond, même si pour beaucoup, en croquer, c'est toujours ça de gagner. Oui, mais toujours seulement faute de mieux. Nous avons vraiment à comprendre qu'il est grand temps de cesser de nous-mêmes ces jeux-là avant d'y être désagréablement contraints, parce que plus que jamais, nous en sommes à une étape de l'évolution où il est dorénavant question de bâtir responsablement, qui plus est collectivement, un paradigme enfin digne de notre véritable essence. Et pour pouvoir réaliser cette transition, il s'agit essentiellement de focaliser désormais notre conscience sur la redéfinition d'un cadre intérieur clair et mûr, parce que c'est inévitablement à ce cadre précis que le théâtre extérieur se conformera, ce qui ne pourra alors donner lieu qu'à une multitude de formes particulières d'expérience pleinement harmonieuses et épanouies. Soyons-en certains. Avant même de pouvoir redéfinir ce cadre intérieur créateur, nous devons en premier lieu réajuster le regard que nous portons sur le théâtre extérieur, et plus précisément sur les éléments encore dissonants qui le caractérisent, puisque ce sont eux les premiers qui cherchent à nous pousser non pas à une réaction primaire et passionnelle, mais bien à une profonde mobilisation intérieure. D'une manière générale, il s'agira essentiellement de repérer tous les agissements qui peuvent se mettre en place, qui peuvent être mis en scène, dans le seul but d'empêcher une émancipation permettant à l'être d'accéder à sa souveraineté, et ce donc tant au niveau personnel qu'au niveau collectif. Si, par exemple, diverses situations ou si divers individus s'avèrent hostiles à notre rencontre, nous devrions systématiquement commencer par nous demander ce qui est véritablement et profondément attendu de nous dans de pareilles circonstances, plutôt que de nous considérer d'emblée comme de misérables victimes inévitablement indignées et ne cherchant désespérément que la restauration d'une justice, tout ça dans l'espoir de retrouver au moins un semblant de reconnaissance, d'équilibre et de paix. Quelle est donc la réponse juste et non duelle que nous pouvons enfin découvrir en nous à partir de ce qui peut venir nous éprouver à tout moment? Telle est la question. Et à ce titre, j'ajouterais que plutôt que d'envisager l'épreuve dans le sens d'une pénible sentence irrévocable qui nous serait la plupart du temps injustement infligée et face à laquelle la résilience seule pourrait peut-être parvenir à nous soulager enfin, nous devrions bien plutôt penser les choses en termes de défi d'être-té, un défi que nous aurions alors à relever. Cela nous éviterait déjà de sombrer plus que de raison dans des émotions de dévalorisation et de ressentiment, émotions qui n'apportent assurément jamais rien de constructif. Défi donc d'avoir à trouver enfin la réponse souveraine intérieure qui pourra alors tout changer à l'extérieur, comme par enchantement.
Si nous ne sommes certes pas du tout habitués à fonctionner de la sorte, cela ne veut pas dire pour autant que nous ne sommes pas en capacité de relever ce défi existentiel, puisque cette capacité se révèle inévitablement et tout naturellement à partir du moment où nous dirigeons enfin notre conscience et notre énergie de la bonne manière. La dissonance extérieure appelle toujours à une clarification intérieure. Une clarification apportant alors une profonde réconciliation en soi lorsque le défi est enfin relevé dans le dévoilement d'une réponse souveraine d'unité, certes souvent tranchante, mais avant tout indéniablement limpide et finalement radieuse. À partir de ce nouvel angle de vue, qui brise à lui seul les schémas habituels de nos si poussiéreuses conceptions limitantes et dualistes, on comprend alors que les situations et les individus qui ne cessaient jusque-là de nous éprouver, individuellement ou collectivement, n'avaient jamais été que des sortes d'entraîneurs matérialisant ce défi d'évolution qui se cherchait inlassablement en nous. Des entraîneurs à notre service qu'il faudrait donc finalement louer en comprenant que la violence qu'ils peuvent parfois être amenés à nous adresser est à la mesure de la prise de conscience fondamentale et déterminante qu'ils nous poussent secrètement à réaliser pour de bon. Pour de bon car après cela, après la révélation inespérée enfin réalisée en soi, il est évident que leur participation n'a alors plus lieu d'être. Parce qu'il est clair que le but de cette forme de jeu de dévoilement n'est certainement pas de durer insupportablement dans le temps, mais bien de nous permettre de passer tout bonnement d'un mode de fonctionnement à un autre, en l'occurrence de celui d'un théâtre extérieur dissonant qui nous permettait de prendre toujours plus conscience de notre êtreté, à celui d'un état d'être devenu suffisamment, voire pleinement conscient, au point d'être alors en mesure de pouvoir modeler le théâtre extérieur à son image véritable, pleinement assumée. Notons que ce basculement peut tout autant survenir au cours d'une vie que d'une vie à une autre. Ça, bien évidemment, c'est selon le processus évolutif de chacun. Comprenons une bonne fois pour toutes qu'ici-bas, notre priorité n'est ni de courir après le bonheur, l'abondance ou la paix, ni de chercher à garantir sa sécurité et même sa survie, mais seulement de parvenir avant tout à l'accomplissement de notre être profond et véritable, pour que sa réalité s'exprime alors pleinement sur Terre, sans plus aucune zone d'ombre. De là seulement peuvent tout naturellement et sans effort découler le bonheur, l'abondance, l'harmonie, la paix, la sécurité, c'est-à-dire une manière de vivre une vie divinement accomplie, parce que inscrite dans la stabilité permanente d'un fond révélé, nous permettant de pouvoir tout envisager gracieusement et sereinement à sa parfaite image. Tant que l'on ne comprend pas ça, on passe son temps à s'exciter à devoir maintenir obsessionnellement un équilibre inévitablement bien fragile, puisque reposant sur d'incertaines bases superficielles temporaires, qui ne pourront être qu'indéfiniment angoissantes, et ce, quels que soient les paravents apparemment euphorisants et sécurisants d'un déni derrière lequel on tentera le plus durablement possible de s'abriter. Si le défi de l'époque que nous traversons actuellement nous apparaît particulièrement élevé, au point de nous sembler insurmontable, c'est bien parce que l'exigence du changement radical de paradigme, d'abord en soi, tend inexorablement à son point culminant. Malheureusement, les tensions existentielles que ce climat si particulier engendre ne sont pas du tout comprises la plupart du temps. Ce qui peut expliquer que, essentiellement par manque de conscience, beaucoup en viennent à se précipiter sur des transferts concrets, le plus souvent sur de bonnes âmes, pourquoi pas sacrificielles, pour pouvoir défouler coûte que coûte un trop-plein de tensions devenant insupportable pour eux-mêmes. Tout cela, bien évidemment, en cherchant des prétextes souvent insignifiants pour justifier un irrépressible passage à l'acte libérateur. J'y reviendrai une autre fois. En attendant,
Pour éviter de rentrer bien inutilement dans de telles folles logiques d'affrontement, il est capital de toujours garder en conscience qu'au-delà des apparences, le défi ne consiste définitivement pas à devoir gagner contre qui que ce soit, mais bien à trouver la réponse en soi qui élève considérablement. De sorte que l'état d'être élevé auquel cette réponse nous fait accéder nous met alors en phase avec la vibration pareillement élevée du nouveau paradigme qui s'en vient. On peut, par exemple, se plaindre continuellement du mauvais traitement général fait à notre encontre, en s'indignant plus particulièrement de l'infantilisation dans laquelle la plupart des dominants voudraient nous maintenir. Et après, n'y a-t-il pas bien plutôt à comprendre que nous avons justement à dépasser le caractère primaire, infantile de cette indignation et de ce ressentiment, pour enfin réellement gagner en maturité d'être? D'autant plus que, je le rappelle, c'est précisément cette possibilité d'émancipation et d'affranchissement qui terrorise ces opportunistes. Parce que si tel était le cas, si l'humanité leur échappait en se réappropriant ainsi sa destinée, ces vampires n'auraient alors plus rien à se mettre sous la dent. À bien y regarder, leur entreprise de sape ne fait que dévoiler ce que nous avons justement à nous réapproprier et à développer, et ce sans retenue. Vu comme cela, le message caché qu'il ne cesse de nous envoyer n'est-il pas alors on ne peut plus clair? C'est ainsi que l'on peut dire que, de toute évidence, l'humanité se retrouve ni plus ni moins confrontée à un défi d'être-té général décisif, et pas du tout confrontée à celui d'une lutte engagée contre qui que ce soit, malgré les apparences, malgré les divisions qui sont volontairement cultivées pour la divertir et l'éloigner de sa quête essentielle. La culture de la lutte, et principalement celle du conflit d'intérêts, c'est l'éternelle soupe servie par les tireurs de ficelles de l'ancien monde, celui de l'enfance de la conscience, celui des jeux de pouvoir de cours de récréation, celui des caprices et des passions destructrices. C'est vraiment une toute autre manière d'envisager les choses et de se comporter qui est désormais attendue. Alors, qu'est-ce que la maturité de l'être et comment la déployer? C'est là la question que tout le monde devrait prioritairement se poser, plutôt que de seulement chercher à tirer égoïstement son épingle du jeu au sein d'une jungle désormais mondialement hallucinée. Le fait est que bien malheureusement, ce genre de vieux réflexe primaire individualiste, tant qu'il ne sera pas sublimé par une perception plus haute de soi, ne fera jamais qu'entretenir un esprit paranoïaque de division, contraignant alors tout le monde à rester fatalement éloigné de son humaine dignité sacrée. Ailleurs et autrement, toujours faute de véritable maturité, de plus en plus se retrouveront à tenter de sauver les meubles en se réfugiant dans une religion ou dans une spiritualité, tels des enfants craintifs se blottissant sous les jupes de leur mère. Mais quid de l'être-té souveraine dans tout ça? Il n'y a pas à chercher à se rassurer, il n'y a pas à chercher à se sentir plus fort, encore moins en groupe. Il n'y a pas à développer d'ingénieux systèmes de protection. Il n'y a pas à être du bon côté. Il n'y a pas non plus à se hisser au-dessus de la mêlée. Le temps n'est vraiment plus à l'inconséquence ni au subterfuge. Nous avons définitivement à poser clairement en nous le cadre profondément sain, celui d'une manière d'être absolument authentique, qui ne transige plus avec tout ce qui relève de l'immaturité sous toutes ses formes, toutes illusoires et finalement sans véritable avenir. Un point c'est tout.